Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Sciences Po de nous accueillir. Merci beaucoup à l'École du Louvre aussi d'avoir préparé ce projet avec nous. Je suis Dominique de Fonréau et directrice de la programmation culturelle au Musée du Louvre. Et je suis très heureuse à la fois comme directrice au Louvre, mais aussi comme enseignante à Sciences Po et à l'École du Louvre d'ouvrir cette session qui est organisée à l'occasion de la Chaire du Louvre que Neil MacGregor nous a fait l'immense honneur d'accepter. Neil MacGregor est une personnalité bien connue du monde des musées. Il en est, je crois, une des grandes stars, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire des stars qui rayonnent et qui rayonnent généreusement vers les autres et qui nous éclairent. Il a été le directeur de la National Gallery à Londres, le directeur aussi du British Museum à Londres. Il a été aussi le directeur fondateur de Humboldt Forum à Berlin. Et c'est aussi un très grand orateur et aussi un écrivain de livres ouverts vers le public. On sait, on connaît sa belle série sur les objets qui ont fait le monde, qui était à la BBC. Donc Neil a accepté, vraiment merci infiniment Neil, notre invitation pour la Chaire du Louvre, donc un événement qui est organisé depuis une douzaine d'années au Louvre et qui reçoit le mécénat de Henri Schiller, qui nous accompagne dans cette belle aventure. Et le sujet de Neil est porté sur finalement le rapport au musée et aux sociétés dans laquelle nous vivons et combien ces récits de la société, ces récits qui fondent nos sociétés, qui ont évolué, doivent ou peuvent ou ne doivent pas ou ne peuvent pas, et à ce moment-là, quels en sont les enjeux, se retrouver dans les musées d'aujourd'hui. Donc sur cette idée de ces nouveaux musées, nouvelles histoires, ces histoires qui sont essentielles à la fois pour la société comme pour chacun d'entre nous, sont mis au prisme de l'évolution nécessaire des musées, de la manière dont le musée répond aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui. La grande qualité de Neil, si je peux me permettre de le dire aussi ainsi, c'est d'avoir une vision qui est ni française, ni britannique, ni allemande, ni lituanienne, ni polonaise, mais d'avoir une vision européenne. Neil est un Européen convaincu qui parle non seulement bien sûr parfaitement l'anglais, mais un français parfait, un allemand parfait, un italien parfait. C'est une raison un peu agaçante de temps en temps, cette manière que vous avez de maîtriser toutes ces langues si bien, mais on en est si heureux. Et donc vraiment merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de débattre avec les étudiants de Sciences Po et de l'École du Louvre. Merci aux étudiants et aux étudiantes d'avoir préparé cette séance, grâce notamment à Ludovic Rafali, que je remercie beaucoup, qui a accompagné les projets pour l'École du Louvre, et à Florence Botello, qui les a accompagnés pour Sciences Po. Et donc, les étudiants ont suivi les conférences de la Chaire du Louvre, ont préparé des questions, et je crois que sans plus tarder, on va peut-être leur passer la parole, à moins que peut-être Neil, vous vouliez dire quelques mots avant qu'on passe la parole aux étudiants ou peut-être on commence par les premières questions. Je crois qu'on passe directement. D'accord, très bien. Alors on va commencer à la première question. Je vous en prie. J'en profite pour dire quelques mots, pour vous remercier aussi au nom de l'École du Louvre pour ce superbe projet. Merci Monsieur MacGregor d'avoir accepté de répondre à ces questions. Donc ça a été le fruit de nombreux échanges avec les étudiants, avec nos collègues du Louvre aussi, Cathy Losson et Céline Brunet-Moret, où on a accompagné justement ces réflexions, ces interrogations. Voilà, on essaie de définir trois grandes thématiques. Enfin, les étudiants ont défini trois grandes thématiques qui sont les suivantes et qu'on va aborder pour donner le cadre et un peu les règles du jeu de cet après-midi en 3 fois 30 minutes. La première chose qui est ressortie des conférences que l'on a écoutées de votre livre, c'est la question de la définition du musée, au sens large, et de l'échelle aussi du musée qui va nous intéresser en premier lieu. Deuxième thématique, le dialogue interculturel. Et enfin, on s'est dit, et finalement, dans tout ça, quelle est la place du public? Et on va se poser donc la question du public et de la réception des visiteurs dans ces musées. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole aux étudiants qui vont vous poser les premières questions.
Donc, déjà, merci beaucoup de nous permettre, donc, je pense, d'être ici, de pouvoir participer à ça. C'est vraiment très intéressant en tant qu'étudiant. Je pense que je m'exprime donc tous en disant ça. Donc voilà, donc on va, donc, comme l'a dit Monsieur Raffaly, vous poser des questions sur une première thématique, qui est donc quelque chose que vous abordez tout du long de vos conférences et de votre livre. C'est la définition du musée, le rôle du musée, donc qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Donc, ça va être les 30 premières minutes où on va aborder ça. Et donc, je vais laisser la parole à mes camarades pour les premières questions. Alors, pour cette première question, vous présentez dans votre ouvrage, dans le premier chapitre, la nouvelle définition ou le projet de nouvelle définition de musée de l'ICOM. Et donc, ce serait pour savoir, à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de cette définition et quels seraient ses points forts, ses éventuels manquements. Voilà. Merci beaucoup. Et merci tout d'abord de l'invitation. Je suis ravi d'être là. J'ai été vraiment un peu ébranlé par la profondeur de vos questions, je dois dire. Quand je les ai lues, ça fait longtemps que je n'ai pas passé d'examen. Et là, je suis heureux de ne pas devoir répondre formellement à ces questions-là. Merci. Alors, d'abord, ce débat au sein de l'ICOM sur la définition du musée me paraît tout à fait symptomatique de notre époque. Puisqu'en fait, vous avez vu, ça saute aux yeux, il y a dans la définition proposée, ce qu'on propose pour la nouvelle définition, il y a un rôle actif pour le musée dans le domaine de la société et de la participation du visiteur, du citoyen. C'est-à-dire que la définition existante, si vous voulez, depuis 30 ans, souligne le rôle scientifique, le rôle de recherche scientifique, didactique et de conservation, bien sûr. Donc, conserver les objets sans but lucratif, recherche et médiation de la recherche. Et tout ça, c'est indispensable. Ça, pas de musée sans ces éléments-là. Il me semble qu'il s'agit donc d'ajouter ou de souligner d'autres éléments. Et là, pour moi, ce n'est en fait qu'un retour aux sources. Puisque si on remonte au tout début du musée tel que nous le comprenons actuellement, c'est-à-dire essentiellement, à mon avis, à la fondation du British Museum en 1753 et du Louvre en 1793, c'est dans le contexte d'une transformation radicale de la société. En Angleterre, c'est le moment où c'est la défaite définitive de la monarchie absolue, l'instauration du régime parlementaire. Comment créer un citoyen capable de jouer son rôle dans un régime parlementaire? Parce que ça, on n'est plus sujet, on est citoyen. Donc, pas censé d'obéir, mais de pouvoir participer au débat public. Donc, il faut un citoyen renseigné, qui ait accès aux informations. Donc, le British Museum, c'est aussi une bibliothèque, la première grande bibliothèque ouverte à tous, surtout tous, pas encore toutes, mais il y avait pas les femmes pouvaient y accéder, mais c'était en fait à l'époque, on parlait surtout du citoyen, et cette collection qui voulait présenter aux citoyens les civilisations du monde entier. Donc là déjà une distinction importante, il ne s'agissait pas d'un musée d'art, mais un musée de civilisation. Et ce qui intéressait surtout, c'était quels sont les éléments qu'on retrouve dans toutes les sociétés. Donc dès le début, l'élément du pouvoir, la notion du pouvoir, l'exercice du pouvoir, et la structure de la famille, la structure économique et les éléments religieux. Donc tous les aspects de la société devaient être exposés à travers les objets du monde entier pour qu'on puisse en faire une espèce d'anthropologie comparée, si vous voulez. Et de là, l'essentiel, c'est vraiment l'idée des Lumières. Dès qu'on comprend qu'il y a tant de façons différentes d'organiser une société, on se rend compte qu'on peut changer la sienne. C'est-à-dire qu'il s'agit de choix, que rien n'est prédéterminé. Et aux citoyens, donc, de voir quelles sont les options possibles
et d'en choisir, d'en faire le meilleur choix. Donc, et je crois que c'est important pour les autres questions. Dès le début, dans le système anglo-saxon, le rôle du pouvoir central et du musée sont très, très clairement distingués. Au musée, de former un citoyen capable de s'opposer au gouvernement, puisque le régime parlementaire dépend de l'opposition. Donc, un rôle très différent du système révolutionnaire, où l'essentiel, c'est un musée, il me semble, pour rallier le citoyen au pouvoir. Et de là, à mon avis, la différence fondamentale entre les deux systèmes. Mais pour revenir à la question sur l'ICOM, il me semble donc absolument central à la notion du musée dans les deux systèmes, que le musée est là pour jouer un rôle dans la société, offrir aux citoyens la possibilité d'accéder à d'autres modes de pensée, d'autres expériences, et surtout d'exprimer, de présenter des aspects moins connus de notre propre société. Sur le rôle du musée comme acteur, si vous voulez, là, il me semble que c'est forcé. Tout choix fait par un conservateur pour la présentation de l'objet, l'interprétation de l'objet, c'est dans un certain sens un acte politique dans le sens très large du mot. La grande question qui, je crois, va diviser le monde anglophone et francophone, c'est la question de la communauté. Et là, nos traditions sont si radicalement différentes qu'il y aura au sein de l'ICOM, je crois, de longs débats. Pour moi, la notion de société que j'ai, c'est une notion de citoyen avec plusieurs identités qui s'entrecoupent et qui se complètent. La République une et indivisible voit ça autrement. Il y a une identité qui doit primer. Donc là, les idées de ce que peut faire, ce que doit faire un musée sont radicalement différentes. Mais pour en venir à la fin de cette nouvelle définition, où on parle du musée comme acteur dans la poursuite de la justice dans la société, la justice à l'échelle globale, là, je suis tout à fait persuadé que ça doit faire partie du rôle du musée, dans la mesure du possible. Alors, moi, je suis, grosso modo, si on va m'inviter à voter comme membre de l'ICOM, moi, je voterai pour la nouvelle définition. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou si vous avez des commentaires ou vous voulez les approuver. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Louise. Peut-on du coup parler encore de musée universaliste comme on en parlait il y a 200 ans? Quel est le sens d'un musée universaliste aujourd'hui lorsque les différentes communautés se font de plus en plus entendre dans leur individualité propre? Et le musée universaliste n'est-il pas un risque au fond de nier encore une fois l'existence de ces communautés et de capter un peu leur discours et leur histoire? Merci. La notion d'universalisme, d'universalité, je sais peut-être dans les deux langues, le mot a des résonances un peu différentes. En anglais, un musée qui vise l'universalité, c'est-à-dire qu'on cherche à représenter dans les collections toute la diversité des différentes civilisations du monde. Donc, c'est la recherche d'une vision globale de la diversité intrinsèque, où il n'y a absolument pas d'uniformité. Au sein de l'État, là aussi, c'est
exprimer, c'est montrer toute la diversité des traditions culturelles de l'État. Et là, on revient à cette distinction, puisque pour nous, c'est une évidence que si on est British Indian, British Caribbean, British African, on sera citoyen britannique à plein titre, mais on verra beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de la société de façon différente. On y apportera des traditions, des valeurs différentes, et ça enrichit le débat si on reconnaît l'existence de ces traditions différentes. Alors, dans ce sens, l'universalisme, j'ai l'impression que dans une tradition française, l'universalisme, c'est plutôt l'idée de regrouper toutes ces diversités. Je ne sais pas, mais donc là, je vois ça d'un œil forcément très anglo-saxon, si vous voulez. Merci. Bonjour, je m'appelle Victoria, du coup. Moi, je voudrais vous demander, du coup, vous nous parlez de diversité au sens de l'universalisme, au sens un peu géographique. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est que votre définition du musée pour former les citoyens est finalement la même qu'au XVIIIe. Or, nous sommes au XXIe siècle. Du coup, est-ce qu'il y a une espèce d'universalisme dans le temps, peut-être? Et pardon, est-ce qu'il y a une... Pardon? Votre dernière phrase. Du coup, est-ce qu'il y a un universalisme dans le temps, peut-être dans le temps qui s'écoule, du coup? Oui, ça, évidemment, c'est, à mon avis, l'immense avantage des musées qui vont de la toute première, de la haute antiquité, des débuts de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, puisque on voit que, et ça, c'est le point de départ des Lumières. Enfin, nous savons tous le côté sinistre et sombre des Lumières, mais le côté qui me paraît vraiment inspirationnel là-dedans, c'est reconnaître que chaque société doit toujours faire face aux mêmes problèmes. C'est la condition humaine. Et les problèmes, les défis de la condition humaine. Et ça, c'est tellement important, il me semble, dans le temps, de voir que les mêmes problèmes reviennent toujours. Et qu'on trouve des solutions différentes, mais analogues. D'autres choses dans cette universalité dans le temps, c'est qu'on voit qu'il y a certaines régions géographiques qui sont toujours des régions frontalières, où les civilisations s'entrechoquent. Par exemple, surtout pour employer les termes modernes, entre l'Égypte et le Soudan, à un certain moment, à un certain point sur le Nil, il y a toujours le choc des civilisations méditerranéennes et les cultures africaines. Ça, depuis 5000 ans. Et ça me paraît très important. Puisque comme ça, on lit les événements actuels de façon différente, en sachant que, évidemment, le problème n'est pas moins grave, mais c'est moins étonnant, si vous voulez. Et donc, une éventuelle solution, doit tenir compte du fait qu'il y a quelque chose de très profond dans la géographie qu'il faut tenir en compte. Et donc, cet universalisme, si vous voulez, dans le temps, me paraît important. Et pour prendre un dernier exemple, pour moi absolument central, si on regarde de près les premiers outils fabriqués par les humains ou les hominides, je ne sais pas quel est le mot exact, en Afrique orientale, dans le Kenya, dans la Tanzanie, on voit que très tôt, je pense il y a 1 million d'années, on fabrique des objets qui ne sont pas seulement bien faits pour couper ou découper, mais des objets qui soient beaux. Donc la notion de la beauté, la valeur esthétique de l'objet est presque intrinsèque. Dès le début de l'humanité, on cherche bien, on crée des outils pour travailler, mais on voudrait qu'ils soient beaux. Et on recherche des pierres qui viennent de loin, puisque là on peut très bien savoir d'où viennent les pierres, et on a une chronologie très
très exact à cause des explosions volcaniques. Enfin, donc on peut situer ça dans le temps. Et cette recherche de la beauté, des qualités esthétiques, ce n'est pas quelque chose d'ajouté qui vient plus tard. On voit que ça fait partie de nous, intrinsèque. Tout petit point pour dire qu'au Louvre, l'année prochaine, à partir de 25 avril 2022, il y aura une exposition dédiée à ce dont vous parliez, Neil, des rapports entre l'Égypte et le Soudan, avec notamment la très belle exposition sur l'époque napatéenne, hein, et donc ces pharaons d'Afrique qui ont régné sur l'Égypte. Et c'est vrai que cette mise en perspective permet de mieux comprendre des questions qui se posent aujourd'hui. C'était juste une petite incise, mais pour le dire. Oui, mais c'est fascinant, puisque justement, cette frontière, c'est la frontière au moment entre l'Égypte pharaonique et le Sud. C'est aussi, évidemment, la frontière de l'Empire romain et des royaumes africains. Au moment de l'Empire britannique en Égypte, c'est pareil, c'est la frontière, il y a des guerres, il y a des combats. Et ça, c'est la longue durée. On va peut-être passer à la question sur le rôle et les missions. Puisqu'il faut qu'on avance, il nous reste une dizaine de minutes sur ce thème. Bonjour. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez mentionné dans votre première conférence. Vous avez dit que c'est le rôle du musée que de réparer les injustices sociales. Et vous venez de parler justement du fait que le musée doit être engagé et acteur de la société. Mais on se demandait, est-ce que le musée est vraiment la structure la plus adaptée pour réparer ces injustices sociales ou pas ? Non, pas du tout. pas l'institution la plus adaptée. Mais le musée a son rôle à jouer. Évidemment, c'est comme lorsqu'on parle du rôle économique du musée dans le renouveau économique d'une région. C'est loin d'être l'institution la mieux adaptée à jouer ce rôle, mais il y a un rôle. Et là, par exemple, pour revenir sur ces questions de justice sociétale et globale, là, il me semble que c'est dans la présentation de la collection, dans les cartels, dans les débats autour des objets, que le musée peut et doit jouer ce rôle. Un exemple peut-être un peu inattendu, les bronzes du Bénin. Et là j'ai un grand problème, puisque Bénin, c'est le royaume du Nigeria. Le Bénin, évidemment, c'est autre chose. Donc, je ne sais pas comment on fait la distinction, mais le Bénin, c'est ex-Dahomey, n'est-ce pas? Alors, je parle des bronzes du Bénin, du Nigeria. Comme vous le savez tous, ils ont été pillés par l'armée britannique en 1898. Ils arrivent en Europe parce qu'ils sont vendus. Ils sont achetés par les musées de l'Europe. Eh bien, c'est l'arrivée de ces objets qui fait comprendre pour la première fois aux Européens qu'il y a une haute culture africaine, subsaharienne. Ça transforme la perception de l'Afrique. Et c'est grâce aux travaux scientifiques des musées, grâce aux cartels, grâce aux débats scientifiques, que ces objets commencent à jouer un rôle parfaitement inattendu dans les questions de justice globale, puisque le présupposé des raids coloniaux, que ce soit les raids français au Dahomey ou les raids britanniques au Nigeria, c'est en fait l'infériorité culturelle des Africains. Seuls les Européens sont en mesure d'assurer une société civilisée. Donc, la preuve que cet argument était faux était du coup devant les yeux et dans les musées. Personne ne s'y attendait, mais je crois que c'est un petit exemple du rôle que peuvent jouer les musées dans ce genre de débat. Dans le cas de l'histoire de l'esclavage, etc., c'est plus évident, mais ce n'est pas moins nécessaire. En fait, ce sont des débats politiques. Là, on n'est pas l'institution la mieux adaptée. C'est pour ça qu'on a les partis politiques.
Je pense que vous expliquez très bien justement les différences, vous l'avez fait là, vous l'avez fait dans vos conférences, les différences qu'il y a entre les musées en fonction du pays qui les accueille, donc entre le monde anglo-saxon, le monde français. Et on se demandait aussi, une autre question, c'est tout ce que vous proposez, ce que vous détaillez, est-ce que c'est applicable à des musées plus modestes qui ne sont pas à dimension nationale ou internationale comme le British Museum, le Humboldt Forum, des musées plutôt à ambition régionale ou locale Moi, je dirais que oui. Et peut-être même encore plus. Puisque je parle des grands musées, puisque tout le monde les connaît, et puis on a beaucoup d'informations là-dessus. Et puis c'est là où j'ai travaillé. Mais en fait, pour moi, l'élément indispensable de tout ça, c'est la question de l'éducation nationale. Enfin, les liens entre l'école, lycée, université, musée. Puisqu'il me semble qu'il y a là un ensemble. Nous avons tous vu l'évolution en Europe des musées vers le tourisme, vers le renouveau économique. À mon avis, c'est une distraction. Le rôle central se situe dans le domaine de l'éducation. Et là, pour les musées les plus petits, dans des villes qui ne sont pas des capitales, c'est nettement plus facile pour ces musées de travailler avec les écoles, il me semble, les lycées, où ça pourrait l'être, et avec les communautés, dans le sens qu'on a le droit de le dire, les communautés locales, la communauté locale ou les communautés locales. Donc je crois que les petits musées, dans ce sens, peuvent vraiment faire beaucoup de choses que les plus grands musées ne peuvent pas. Et ça dépend de la collection. Du coup, je crois qu'on peut conclure sur notre première partie. Du coup, moi, je voudrais terminer en disant que vous situez la naissance du musée au moment des Lumières. Est-ce qu'il aura une mort ? Pardon, vous situez la naissance. Mal, je vous en prie, c'est moi qui parle mal. Vous situez la naissance du musée vers les Lumières. Aura-t-il une mort ? Aura-t-il une mort ? Une mort. Oui et non. Ça dépend ce qu'on entend par les lumières, évidemment, les deux côtés. Je crois ce qui vivra, je crois, et ça, grâce surtout au numérique, c'est que tout citoyen maintenant peut accéder au musée. Donc peut y trouver, peut y puiser ce dont elle ou lui a besoin. La notion d'un musée avec des collections du monde entier, là, je crois que j'espère bien que ça survivra. Évidemment, ça a évolué, les relations, les discussions entre les différents pays vont changer. Ce qui changera certainement, c'est la notion de lumière de la supériorité des systèmes, des modes de pensée européens. Ça, c'est clair. Enfin, cette hiérarchie du savoir des sciences, ça, c'est déjà en pleine désintégration. Donc, dans ce sens, les musées de lumière va mourir. Et ça me paraît bien, puisque c'était fondé sur une idée d'hiérarchie de civilisation. Et ça, ce n'est plus, à mon avis, ce n'est plus défendable. Bien, merci. La transition est toute trouvée, puisque le deuxième thème que nous allons aborder, c'est le thème du dialogue interculturel. Donc, on va changer d'élève sur scène et on va continuer sur cette thématique. Le musée, effectivement, doit se transformer pour mourir et renaître d'une certaine manière, né le phénix. Mais ce dont on se rend compte aussi, et dans les questions qui sont posées, c'est combien le musée est une institution récente, moderne. Ça, je crois qu'il ne faut jamais le dire combien. Le XVIIIe siècle, il y a très peu de temps, en fait. Et on est sur une institution qui a 250 ans, ce qui, évidemment, n'est pas beaucoup. Je crois que c'est important de rappeler cette modernité du musée. Alors, merci pour la...
Ludovic explique les enjeux techniques par rapport à ces éléments-là. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Donc moi c'est Cora. Et donc la transition est toute faite, mais nous on s'est posé des questions sur justement le dialogue interculturel, puisque le livre que nous avons eu la grande chance de lire a été écrit en français. Et mais vous évoquez dedans, du fait aussi de votre riche expérience internationale, de nombreux exemples qui sortent du cadre qu'on connaît en France, ou ce qu'on appellerait, on a bien appelé ici le modèle français. On parle d'exemples en Europe, enfin dans d'autres pays européens, aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. Et ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que les idées que vous proposez dans vos conférences parfois étonnent et paraissent un peu étranges, ou en tout cas très étrangers à ce qu'on connaît ici. On pense par exemple à quand vous avez évoqué l'idée de faire un musée pour l'histoire des femmes. Dans la salle, il y a eu des réactions assez fortes et on a été plusieurs à aussi témoigner d'une dame qui nous a un peu interpellés après, en sortant de la salle, pour nous dire à quel point elle avait été choquée par cette proposition. Voilà. Donc... Donner une place aux femmes, c'est extravagant. Voilà. Mais à l'inverse, peut-être des idées qui nous sont chères en France, telles que encore l'universalisme, notre discours dessus pourrait aussi étonner outre-Manche ou outre-Atlantique. Donc ainsi, qu'est-ce que vous espérez apporter au public français avec cet ouvrage, et à qui l'adressez-vous? Qui vouliez-vous aussi toucher lors de sa rédaction? Merci. D'abord, c'est la faute de Dominique, tout de suite. Voilà, we name the guilty woman. Oui, oui. Mais en fait, d'abord, le livre n'a pas été écrit en français, enfin, certaines parties, mais le gros du livre a été écrit en anglais et merveilleusement bien traduit. Donc, et là, je suis fort reconnaissant. Dominique, en fait, m'a invité à parler des musées dans un contexte global, donc spécifiquement dans un contexte non français. Évidemment, comme vous avez vu, j'ai parlé d'exemples français, je vais en reparler, surtout en ce qui concerne l'ex-musée des colonies. Mais l'invitation a été de parler des musées comme phénomène mondial et de situer, si vous voulez, la tradition française dans ce phénomène mondial. Puisqu'il est visiblement chaque pays a ses traditions particulières, puisque dans chaque pays, l'origine des musées est différente. Pour revenir sur votre question d'abord sur les musées américains, j'ai voulu présenter les nouveaux musées du Mall américain comme un cas d'école, puisque ça me semble poser la question dans l'histoire nationale qu'on propose. Nous savons tous que chaque pays propose son histoire nationale. Est-ce que chaque citoyen, chaque citoyenne y trouve sa place? Nous avons vu en Grande-Bretagne et en France qu'une grande partie de nos concitoyens, nos concitoyennes ne croyaient pas être représentés, être présentes dans les musées. La fondation, par exemple, du musée de l'esclavage en Guadeloupe, on est peut-être un très bel exemple. Cette partie de l'histoire de citoyennes et citoyens français manquait dans les collections publiques. Mais c'est aux États-Unis qu'on voit ça, je crois, de façon la plus claire. Comme je vous ai raconté, The National Museum of American History, c'était vraiment l'histoire des Européens qui arrivent aux États-Unis, arrivent sur ce continent, et ils créent une société européenne à leur façon. Et les American Indians n'étaient là que comme... J'exagère un peu, mais c'était l'ennemi qui s'opposait au progrès. Donc, comment résoudre ce problème? On aurait pu, comme en Australie, créer un musée national où les deux histoires seraient exposées en même temps et côte à côte. Et à Canberra, le musée national de l'Australie est vraiment fascinant
sous cet aspect. C'est un musée très, très inconfortable, pour des raisons évidentes. En Amérique, on a choisi de créer donc, le Museum of the American Indian, le Museum of the African American, pour que ces communautés qui ne faisaient pas partie en fait de l'histoire du pays pouvaient être présents. Pour moi, je trouve que en Europe, on a exactement le même problème. Il y a parmi nos citoyens, nos concitoyennes, nos concitoyens, il y a de grandes communautés. Je dois utiliser ce mot puisque ça me paraît correspondre à la réalité. Surtout de sortie de l'immigration des 50-60 dernières années, qui n'ont pas encore leur place dans le récit national comme on le présente dans l'histoire, dans les musées. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. Vous m'avez demandé à quel point je crois que ces exemples sont transposables. Là, je ne peux pas y répondre. J'ai essayé de ne pas y répondre. Puisque visiblement, dans le système français, la solution américaine n'est pas pensable. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Si on admet la question, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Donc je voulais en fait poser la question. Je suis tout à fait d'accord avec la dame qui vous a interpellé en sortant. Je trouve très bizarre que les femmes l'impression qu'elle ne fasse pas partie de l'histoire des États-Unis. Dans les 3 musées dont j'ai parlé, visiblement, il y a dans chacun des musées, les femmes jouent un rôle important. Mais c'est un peu le danger. C'est le danger de cette notion de communauté qui doit trouver sa voie. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je n'avais aucune intention de proposer des changements dans le système français, puisqu'il est tellement différent sous tous les aspects. Mais comme nous parlions de la condition humaine, il y a des questions qui sont universelles. Et à chaque civilisation, à chaque culture, de trouver la meilleure réponse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça m'intéresserait beaucoup. Savoir si vous croyez que ce qu'on appellerait the French Caribbean, French African, si vous trouvez que ces concitoyennes, ces concitoyens-là sont adéquatement représentés dans vos collections publiques, dans le récit national, et sinon, quoi faire? C'est effectivement une question sur laquelle on a pas mal débattu. Est-ce qu'il y a des réactions à ce sujet-là? Moi, j'en ai une. Je crois qu'une autre question qui est centrale, c'est la question du territoire et de où sont ces différents musées ou dans quel contexte. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a ces débats-là... ces questions autour des communautés sont très débattues dans des pays qui sont en fait encore des territoires colonisés, comme aux États-Unis ou en Australie ou au Canada ou en Nouvelle-Zélande, parce que en fait on est dans le lieu où ces choses-là se sont passées, alors que dans des pays occidentaux tels que la France par exemple, c'était une question qui avait lieu plus loin. Et ce que vous parlez, c'est les questions qu'on a en France, c'est sur la question des immigrés, donc ceux qui viennent dans le territoire. Donc je me demandais si vous pouvez réagir à ça et sur la manière dont ces voix sont prises en compte différemment selon d'où les voix viennent, de l'endroit même ou de l'extérieur, ou comment intégrer cette perspective. Oui, d'abord pour les exemples que vous avez donnés, l'essentiel, c'est que là, les cultures ont été détruites et les terres ont été expropriées. Et il s'agit presque toujours de la question des terres et de la destruction de la société. Ce qui n'a pas eu lieu dans le même sens, dans la même mesure en Afrique, puisque là, les maladies ont tué plutôt les Européens, pas les gens qui étaient déjà sur place, à la différence de l'Amérique et de l'Océanie. Et puis, les terres
à quelques exceptions, de grandes exceptions près, ce n'était en général pas la question des terres expropriées. Donc c'était une question d'un contact, d'une exploitation d'une autre sorte. Mais donc le débat, la question se pose un peu différemment. Mais lorsqu'on parle de l'immigration, des nouveaux Européens, si vous voulez, depuis 1950, grosso modo, là, je trouve que les questions sont très pertinentes et très particulières pour chaque population. Chez nous, par exemple, la population antillaise, qui est très forte, c'était une population qui est arrivée déjà anglophone et presque totalement chrétienne. Donc l'intégration linguistique, l'intégration dans la vie sociale était assez facile. Il y avait de grands préjugés de couleur, de grandes questions. La question était surtout des préjugés sociaux au sujet des préjugés raciaux, si vous voulez. Pour les immigrés indiens, pakistanais, la question se posait différemment, leurs traditions étaient radicalement différentes, il y avait souvent des questions de langue, toujours de religions différentes, donc l'intégration plus complexe. Et je ne sais pas si c'est le cas en France, mais avec nos différentes populations d'immigrés, se sont concentrées dans différentes villes. C'est-à-dire que Leicester, c'est une ville indienne maintenant, ou d'origine, de tradition indienne, tandis que d'autres villes sont plutôt antillaises. Et dans ces communautés, il me semble qu'il reste quand même un très grand problème d'injustice sociale. Nous savons tous, cette partie de notre population, c'est en général la moins favorisée sous plusieurs rapports économiques, éducatifs, etc. Donc, et là, je crois que le musée a peut-être un rôle important à jouer en parlant, en expliquant. Là, le rôle du musée de l'histoire de l'immigration me paraît une évolution très intéressante dans un contexte français. Ce que je crois, c'est que le musée, certainement, est là pour éclairer et mettre en perspective et le fonder sur des recherches. Si je prends l'exemple de ce qui a été fait pour le modèle noir à Orsay, il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, en 2018, c'est vrai que l'exposition a eu le grand mérite de se fonder sur des recherches qui permettaient aussi d'avoir, finalement, de montrer une présence qui était une présence non révélée, mais qui avait été là. C'est-à-dire que la complexité, c'est qu'il me semble important que tous nos concitoyens, quelle que soit leur origine, parce que c'est effrayant d'une certaine manière de demander à quelqu'un son origine de façon permanente, mais quelle que soit son origine, puisse se retrouver dans nos musées, d'une manière ou d'une autre. Pour un temps, il n'est pas question de distordre et d'aller inventer des histoires qui ne seraient pas celles d'histoire des musées. Mais se fonder sur de nouvelles recherches qui permettent, par exemple, de retrouver le nom de modèles qui étaient dénommés comme hommes noirs, femmes de couleur, ça, je trouve ça effectivement extrêmement important parce que ces hommes et ces femmes ont une identité comme n'importe lequel d'entre nous. Donc ça, c'est absolument fondamental. De la même façon, cette idée de voir quel était le rôle joué, cette idée de la provenance des matériaux me semble aussi extrêmement important, et de savoir effectivement que des matériaux non indigènes dans les pays européens comme l'ébène ou comme l'ivoire, une fois qu'on avait exploité celui des cervidés mais qui n'était pas si important, forcément venaient d'ailleurs. Donc ça, je pense qu'il y a un rôle, me semble-t-il, non pas de parti pris. C'est peut-être la différence, hein. Là je me permets de m'exprimer, mais aussi à titre personnel, mais peut-être pas forcément de parti pris, qui est forcément, peut-être pas forcément dans la pensée française, mais en tout cas un rôle d'éclairement, un rôle de prise en considération, et comme vous le faites dans la chaire, et ça on y a beaucoup tenu, et on s'en est beaucoup parlé tous les deux, de mettre des mots, MOTS, moi je crois très important de pouvoir en parler, c'est-à-dire d'ouvrir quelque chose qui doit être un débat, et un débat qui doit se poser de façon, comment dirais-je, la plus respectueuse et la plus généreuse de part et d'autre possible, sans pour autant partir dans des éléments d'affectivité. Je pense que ce qui est important, c'est de garder cet élément-là. C'est-à-dire que peut-être de garder du principe des Lumières quelque chose de l'ordre de la raison, au sens noble du terme, en accueillant les éléments. Mais l'ouverture des musées me semble essentielle. C'est-à-dire que si on veut
qu'il ait un rôle. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres. Moi, ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus, hein, sur ce que vous attendez. Vous êtes les professionnels des musées de demain, donc ce que vous attendez aussi de conserver. Mais en tout cas, mon expérience à moi, pour avoir mené des projets dans ce sens-là, c'est effectivement ce rôle de l'accueil, de la raison, de l'échange, de la tempérance, de la bienveillance et de la reconnaissance sur un travail fondé sur la recherche aussi. Ça, c'est effectivement très important. Très bien, justement, Dominique, vous parliez du matériau et on a une question au sujet des objets. Revenons à l'objet et sa circulation. Alors, qui est-ce qui voulait évoquer ce sujet ? Oui, donc bonjour monsieur, moi c'est Gabriel. Merci beaucoup pour votre réponse et ça tombe bien effectivement parce qu'on vient d'ouvrir un peu le sujet sur la question des objets et aussi du patrimoine colonial. Et notamment, cela tombe bien parce que nous aimerions rebondir sur une question que vous a posée une spectatrice à la fin de votre deuxième conférence, qui était « Pourquoi ne pas restituer les œuvres originales aux nations qui les réclament et tout simplement faire une copie destinée à être conservée en guise de trace dans nos musées à nous ?» Et vous avez notamment fait une réponse sur le besoin d'authenticité en citant les statues de Michel-Ange de la place de la Seigneurie, donc c'était très habile. Mais de notre côté, on a pensé au concept d'objet ambassadeur, développé notamment par le centre culturel Chibaou sur le patrimoine kanak. Et en fait, au lieu de demander le rapatriement en Nouvelle-Calédonie du patrimoine dispersé, ils considèrent que les objets kanak présents dans les grands musées occidentaux sont en fait des ambassadeurs de la culture kanak et que leur vocation est avant tout de circuler, quitte à revenir épisodiquement en Nouvelle-Calédonie. D'où notre question, est-ce qu'il serait finalement possible de s'attacher moins à la propriété de l'objet et davantage à sa circulation ? Merci. Merci. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et pour commencer par la fin, si vous voulez, un des problèmes incontournables, c'est que nos musées européens fonctionnent dans un système juridique. Forcément, ça ne peut pas être autre. Mais c'est-à-dire que nous avons des systèmes juridiques avec des traditions, avec des biens fondés, tout à fait visibles, et surtout le principe de l'inaliénabilité. Nous comprenons tous pourquoi ce principe se trouve dans presque tous les pays européens. On ne voudrait pas que les gouvernements soient en mesure soit de vendre ça, puisque ça résout un petit problème financier, soit de donner quelque chose pour un avantage à court terme politique. Donc on comprend ça. En France, c'est l'État qui est propriétaire, la République. En Grande-Bretagne, ce sont les trustees à distance du gouvernement, mais ça revient au même. La collection appartient en fait au public par des moyens juridiques différents. C'est-à-dire que le transfert de propriété est très difficile, ça, comme nous avons vu. Et là, si je peux parler personnellement, j'ai beaucoup regretté que le débat sur la restitution se concentre à tel point sur la propriété, puisqu'il est très facile, le plus souvent, si l'objet est en bon état physique, de prêter un objet ou le déposer à long terme. Il est très compliqué de faire un transfert de propriété. Et donc là, je suis tout à fait de votre avis. Si on peut démultiplier les possibilités de faire circuler les œuvres, soit à court terme, soit des dépôts à long terme, et ça me paraît, là je vais en parler dans un moment, ça me paraît essentiel. Comme vous dites, l'objet a joué un rôle d'ambassadeur, c'est clair. Enfin, les bronzes du Bénin dont je parlais avant, c'est exactement ça. C'était des ambassadeurs sans le savoir, mais ils ont joué le rôle de faire connaître leur culture. Et il y a plusieurs pays qui, comme l'exemple que vous venez de citer, qui veulent que quelques grands objets de leur civilisation soient présents dans le British Museum. Je ne peux parler que de ça. Ça m'a beaucoup frappé lorsque j'étais directeur, que des ambassadeurs arrivent des pays où leur culture n'était pas représentée pour se plaindre de ce que on ne puisse pas montrer leur contribution à la civilisation de l'humanité.
Donc là, tout à fait. Mais le débat sur les injustices coloniales et comment les résoudre, c'est beaucoup concentré sur cette question de propriété. Et même le débat le plus connu, celui des marbres du Parthénon, ce qui m'a beaucoup déçu personnellement, c'est que les trustees avaient proposé à nos collègues du musée du Parthénon de faire des prêts roulants des marbres qui étaient en état de voyager. Il y en a certains qui ne devraient pas, il y en a beaucoup qui pourraient voyager. Pour que sur 10 ans, 20 ans, on pourrait voir à Athènes tout ce qui était à Londres. Et ça, les Grecs ont refusé. Parce qu'ils ont refusé d'emprunter ce qui leur appartenait. Donc cette question de propriété bloque des solutions qui, à mon avis, seraient, même s'il ne fût qu'un début, ça serait quand même un début. Il y aurait du mouvement, mais voilà, c'est comme ça. Et il faut maintenant trouver des solutions. Mais pour votre idée d'objet ambassadeur, c'est clair, mais encore plus, il me semble que là, par exemple, en ce moment, je travaille avec les collègues de Mumbai, du musée de Mumbai en Inde. Ils veulent présenter leurs collections indiennes, qui sont très riches, dans le contexte des civilisations mondiales, globales, puisqu'ils n'ont pas de collection globale. Ils veulent surtout présenter les anciennes civilisations indiennes dans le contexte de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Grèce antique, de la Chine antique. Comment faire? Ils n'ont pas ces collections-là. Alors, ce qu'on est en train de négocier, c'est qu'il y aura du British Museum et des musées de Berlin des prêts à long terme, c'est-à-dire sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, des objets de ces civilisations-là, pour que les étudiants indiens puissent voir leur histoire dans un contexte global, pour qu'il soit possible de faire une histoire de la civilisation indienne en voyant tout ce que cette civilisation a apporté aux autres et tout ce qu'elle a emprunté aux autres. Donc, alors, pour moi, la circulation des œuvres est absolument fondamentale. À mon avis, c'est l'avenir des grands musées, de servir de bibliothèque de prêt au monde. Puisque les collections comme le Louvre, comme le British Museum, comme Berlin, comme vous savez, il y a des collections de recherche, des collections d'études qui sont très riches et qui ne peuvent pas toutes être exposées. Mais on pourrait les exposer ailleurs. Et ça serait une très belle solution, il me semble. Donc merci de l'avoir évoqué. C'est d'ailleurs, Neil, ainsi que Emmanuel Casarero en a parlé au moment, il y a peu de temps, de la restitution des objets du Bénin, en disant qu'il appelait aussi, et le président de la République a aussi souligné cet élément-là, le président de la République française a aussi, ils ont souligné tous les deux, l'importance aussi de la circulation des objets occidentaux en Afrique. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi que des œuvres, des musées français puissent être présents au Bénin, au Sénégal, au Nigeria. Et ça, je pense que c'est un point important parce que rien ne serait plus insupportable qu'un musée français en France, un musée britannique en Grande-Bretagne, un musée italien en Italie. Je pense qu'on perdrait complètement cette logique de regard. Hein. Et je crois effectivement qu'avoir des objets du Louvre, du British Museum, des collections de Berlin, des collections de Rome, au Bénin ou au Sénégal, voilà aussi un point, me semble-t-il, vraiment très très important. Mais cette question de propriété, moi j'aimerais bien aussi vous entendre aussi par rapport à ça, parce que le musée qui s'ouvre pour donner en France, comme le dit Boissy d'Anglas, offrir en fait à l'humanité tout entière les chefs-d'œuvre qui étaient enfermés. Le sous-texte de Boissy d'Anglas, c'est de dire qu'elles étaient enfermées par la monarchie et par la monarchie absolue. D'une certaine manière, on voit que cette notion de propriété revient par la propriété publique, mais qui devient aussi finalement aussi forte et aussi apparemment contraignante. Alors, loin de moi, en tant que conservateur, de vouloir revenir sur l'inhabilité des collections, c'est pas du tout ce que je veux dire, je suis vraiment pour cela. Mais je pense par contre que c'est intéressant de se poser aussi dans une pensée
peut-être moins universelle simplement des collections que aussi universelle de la pensée muséale, c'est-à-dire essayer aussi de penser les collections comme justement, comme le dit Boissy d'Anglas, et j'aime beaucoup ce terme-là, de richesse pour l'humanité tout entière. Ce patrimoine aussi, cet universalisme des visiteurs, universalisme de tous ceux et de toutes celles qui peuvent venir voir les musées. Mais c'est des questions évidemment complexes. Là, tout à fait. À mon avis, au lieu d'essayer de démanteler les collections encyclopédiques universelles, il faut les démultiplier d'une façon ou d'une autre. Et c'est le grand défi. On va peut-être passer à la question suivante. Il nous reste 5 grosses minutes sur ce thème. Peut-être sur la question qui fait suite à celle qu'on vient de poser. Bonjour, moi je m'appelle Bathilde et on voulait donc continuer cette idée de l'objet et sur cette importance de l'objet que vous avez mentionné lors de cette conférence. Et on se demandait comment composer dans les musées où l'objet a une importance centrale avec les cultures où cette idée de l'objet justement est beaucoup moins importante. Et le patrimoine immatériel, les traditions orales ont cette importance-là. Donc comment intégrer ça dans des musées européens, occidentaux, centrés autour de l'objet? Merci. C'est la grande question. Et c'est un aspect peu examiné, je crois, de l'eurocentrisme. Que pour l'Europe, les traditions se transmettent en grande partie, à travers les objets, surtout les traditions culturelles. Tandis que pour la majorité du monde, elles se transmettent par le chant, par la danse, par la poésie, par le récit. Et donc, le rôle de l'objet dans l'identité culturelle et surtout dans la tradition, dans le sens littéral de tradition, de transmission culturelle, est très différente. Et c'était un des grands enjeux lorsque nous étions en train de créer le Humboldt Forum, la possibilité de donner au musée, au Humboldt Forum, un poids égal aux traditions des traditions matérielles, aux traditions, au patrimoine immatériel des cultures représentées. L'idée était de faire venir, donc, de travailler avec des artistes de tout genre, mais surtout dans le domaine du récit, du chant, de la musique, des pays dont les cultures étaient représentées au Humboldt Forum. Évidemment, pour des raisons de Covid, on n'a même pas pu commencer. Et ça c'est un grand regret. Mais pour les musées existants déjà, comme le British Museum, comme le Louvre, et surtout, je crois, pour ce genre de musée, et au Quai Branly, c'est déjà le cas. Le Quai Branly a déjà une programmation remarquable dans ce domaine, mais il me semble que c'était absolument essentiel. Le problème, c'est que pour nous, c'est en fait plus difficile. Nous avons l'habitude de regarder des objets. Nous sommes tous là, nous avons tous été formés à regarder des objets. Écouter une musique qui nous n'est pas familière, nous savons tous, ça peut être très, très, très difficile. À y trouver plaisir, arriver à comprendre, ou à s'y concentrer, ou même sans comprendre, même à y trouver quelque chose de valable. Évidemment, pour les récits, pour le chant, pour la poésie, il y a une question de langue. Donc, c'est difficile. Mais, à mon avis, le grand défi de l'avenir, et immédiat, c'est justement de faire valoir ce patrimoine immatériel pour accompagner la présentation des objets physiques. Ah, vous avez parlé du Humboldt Forum, justement, c'était la dernière question sur cette thématique. On pourrait grouper avec l'une des questions conclusives, justement, qui vont être posées. Qui est-ce qui veut prendre la parole à ce sujet-là?
Allez-y, allez-y. Oui, par rapport au Humboldt Forum que vous venez de mentionner, et dont vous avez pu nous rappeler l'histoire très complexe lors de la deuxième conférence aussi, je crois, et qui donc est très intimement liée à l'histoire allemande. Comment vous vous êtes situé en tant qu'étranger, si je puis dire, dans la conception et la fondation de ce musée? Merci. Évidemment, c'est un immense honneur que d'être invité à y participer. Une chose d'abord sur une tradition française qui est très spécifique, c'est qu'il est presque impossible à un étranger de travailler dans un musée français. Il y a longtemps, j'ai voulu travailler dans un musée français, pas question, puisque je n'avais pas fait le concours. On m'a expliqué que j'avais bien le droit de faire le concours, et puis on verrait s'il y aurait une possibilité. Mais puisque j'avais déjà 30 ans, ce n'était pas tout à fait évident. Mais là, la France fait figure d'exception en Europe. Le fait que tous les conservateurs, presque tous, dans les musées nationaux, sont recrutés dans le même vivier, si je peux dire. En Angleterre, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Allemagne, il y a un va-et-vient entre l'université et le musée très, très développé. Et on a l'habitude de recruter des collègues de l'étranger. Évidemment, ça change le débat, ça change le discours immédiatement. Et c'est pour ça que je n'oserais pas faire des propositions sur les changements en France, puisque le système est tellement différent que je comprends mal comment ça fonctionne. L'Allemagne, dans ce domaine, est très ouvert. Et puisque l'Allemagne a cette tradition régionale des Länder, c'est un vrai État fédéral, la question n'était pas d'être étranger, tout le monde était soulagé que je n'étais ni bavarois, ni de Cologne, ni d'Hambourg, mais de nulle part. Donc ça, c'est ni du Nord, ni du Sud, ni catholique, ni protestant. Enfin, toutes les traditions allemandes qui marquent beaucoup et qui fait la richesse énorme de ce pays et la diversité, à mon avis, fructueuse de cette société. J'étais étranger à ça. Mais surtout, j'ai été étranger à de l'histoire. Et là, il est presque impossible d'exagérer l'importance de cette histoire pour chaque Allemande, chaque Allemand. J'ai été régulièrement frappé, en travaillant avec des collègues de votre âge, l'importance que jouait pour eux l'histoire récente de l'Allemagne. Dans quelle mesure ils se sentaient toujours responsables, pas coupables, mais responsables du passé, et qu'il leur incombait de trouver des façons de réparer ce qui pouvait être réparé, et avant tout d'assurer que ça ne se répète jamais. Mais vraiment de façon, à mon avis, totalement admirable et unique, vraiment unique. Et comme j'ai essayé de vous expliquer dans la conférence sur le Humboldt Forum, le débat colonial se déroule de façon complètement différente en Allemagne, puisqu'on voit dans les brutalités coloniales, là où nous, Français et Britanniques, nous voyons les brutalités du Dahomey ou du Bénin, et on voit que c'est totalement inadmissible, indéfendable de nos jours. Nous n'y voyons pas les racines des horreurs du XXe siècle, puisque pour eux, ce qui s'est passé au Namibia, je vais en parler demain soir, c'est là que commence le chemin qui mène à la Shoah. Donc ce débat est complètement différent. De là, je crois, l'importance du conflit entre le discours de l'architecture de l'extérieur, cette architecture impériale, agressive, monarchiste, qui au Louvre ne choque absolument pas, ni à Londres, ni à Paris, ni à Rome, mais à Berlin, oui.
Donc je crois que pour eux, j'avais l'avantage de venir de l'extérieur, de n'être pas handicapé, si vous voulez, paralysé, on pourrait presque dire, par cet héritage, tout en reconnaissant son importance. Mais je crois, pour moi, c'est la grande force de l'Allemagne, cette ouverture et cette façon de voir dans le passé, loin de voir dans le passé, des moments de gloire pour conforter l'identité nationale, mais d'y voir un avertissement permanent, la façon dont une population entière peut s'égarer. Et je crois, et peut-être pour en finir, résulte que je crois que seul un étranger peut aujourd'hui chanter les louanges de l'Allemagne à l'extérieur, parce qu'aucun Allemand ne le ferait. Et lorsque j'étais à Berlin, ce qui m'a beaucoup étonné, j'ai fait un petit cours avec les gens du service diplomatique, des jeunes diplomates allemands, et ils étaient sur le point de partir en poste à l'étranger, et je leur ai demandé de quels éléments dans la culture, dans l'histoire allemande, êtes-vous fiers? Silence total. Total. Et puis, une personne a dit, on n'emploierait jamais le mot fier. Donc, la différence entre cette vision de soi, de son pays et du monde, et le cas certainement de la Grande-Bretagne, je ne peux pas parler de la France, mais c'est frappant. Et là, je crois que l'étranger avait un rôle assez important à jouer. Mais ça fait preuve encore de cette générosité, de cette ouverture que j'admire tant. Très bien, merci beaucoup. Merci. On va remercier Cora qui va laisser sa place et on va terminer sur le troisième thème de la question du public et la réception des visiteurs. Venez vous installer et on vous écoute pour introduire le thème et la première question. Donc moi c'est Adélaïde. Donc on se répète, mais encore une fois merci beaucoup pour cette opportunité incroyable de vous rencontrer en petit comité comme ça et pouvoir échanger sur votre expérience et vos réflexions qui nous ont beaucoup fait réfléchir. Donc moi aussi. Ils m'ont fait beaucoup réfléchir. Donc, comme vous l'avez vu, on a travaillé donc en groupe. Et donc, mon groupe s'est penché sur la question des publics et de la réception. Et donc, on voulait, avec vous, évoquer 3 enjeux. Donc, les publics, la médiation et les fonctions alternatives du musée. Donc, pour commencer, les publics. Donc, vous parlez dans vos conférences, donc vous avez parlé du petit i et du grand i du mot islam. Vous avez parlé de la différence entre history et story qu'on ne voit pas en français, avec le mot histoire qui englobe tout. Donc on voit que les nuances de langue sont centrales dans la manière dont on raconte et on explique l'art et l'histoire. Et donc un nouveau puzzle linguistique serait la différence entre population, communauté, visiteurs et public. Donc déjà, votre livre est traduit. Donc est-ce que vous faites une différence entre visiteurs et public? Et est-ce que vous considérez qu'il y a plusieurs publics pour les nouveaux musées dont vous parlez? Merci. Et merci d'avoir souligné ce problème de... Ce n'est pas un problème de traduction, c'est reconnaître le fait que la langue nous force à penser différemment. Et puis les traditions nationales confortent ces différences imposées, si vous voulez, par la langue. Première question, oui, je fais une très grande distinction entre visiteurs et public. D'abord, le public, c'est la totalité de la population. Ce sont tous les citoyens, et non seulement les citoyens du pays. C'est l'humanité entière. C'est le monde. Et nos musées sont là, enfin, là je parle de notre tradition, fascinant. Même en 1753, le Parlement insiste que le nouveau musée, le British Museum, sera ouvert gratuitement
all studious and curious persons. Les gens curieux et savants, native and foreign. Donc, dès le début, le public que vise ce musée, c'est un public mondial. Et certainement pour les grands musées, ça doit être le cas. Donc ça, c'est le public. Les visiteurs, c'est clair, ce sont les gens qui sont là, sur place. Et les besoins du visiteur, évidemment, c'est une question d'abord de présentation, d'accès physique, mais surtout d'explication. Le niveau du texte. Quel texte, que ce soit un guide sonore, est de plus en plus intéressant et utile, évidemment, les guides sonores, les guides sur les portables, etc. Mais à quel niveau, quel visiteur? Quel visiteur? Et là, je crois qu'il y a c'est à ce niveau-là qu'il faut différencier le public, si vous voulez. C'est clair, tout le monde le fait, tout le monde le sait. Et peut-être, il faut reconnaître que pour grand nombre de nos concitoyens, les musées ne les intéresseront jamais. C'est comme ça. C'est comme il y a certains sports qui ne m'intéressent absolument pas. Je ferai n'importe quoi pour ne pas regarder un match de cricket. Mais n'importe quoi, et pourtant ça fait partie de ma culture, de ma civilisation, de mes traditions. Je serais très malheureux s'il n'y eut pas de match de cricket, mais je n'irai jamais. Et je crois que les musées jouent, pour certains, c'est un rôle comparable. On voudrait qu'ils soient là, on sait qu'ils sont importants, mais pas pour moi. Donc il faut être raisonnable. Donc quels sont les publics qu'on vise, qu'on a une possibilité de viser et de persuader à venir. Là, je reviens sur les liens avec l'école, puisque ça me semble absolument capital. Et là, ce qu'on peut faire pour nous, il y a 20 ans maintenant qu'on a commencé ça, National Gallery British Museum, travailler étroitement avec la BBC. Puisque c'est comme ça qu'on touche un public qui risque de devenir visiteur. Et en travaillant avec les musées locaux, on peut transformer le public en visiteur. Notre système de BBC, c'est un peu différent du système français, bien différent du système allemand, mais cette collaboration étroite entre musées et radiodiffusion, pour dire le mot antique, est important. Là, évidemment, les nouvelles techniques, surtout du portable, ça peut changer le monde. Surtout avec les collections qui sont déjà numérisées. Et là, je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais pour moi, le grand défi des grandes collections, c'est la numérisation de la collection, que la collection soit mise en ligne. Là, le Louvre a été exemplaire, mais ça permet vraiment aux citoyens, à chaque citoyen, de faire sa collection privée. Donc, dans ce domaine, il y a beaucoup de travail à faire, mais comment choisir le groupe de visée, comment viser le groupe? Là, c'est peut-être le rôle de la programmation, des expositions, de la programmation. Et de la médiation aussi. Et de la médiation, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que, je pense que c'est justement, vous faites le lien avec notre prochaine question par rapport à la médiation. Et vous parlez des guides, des audio-guides. Au début du mois, je suis allée au British Museum où j'ai suivi un trail qui s'appelait... Donc, c'était un podcast qui s'appelait Love, Desire and Identity, où on pouvait donc découvrir 10 œuvres du musée. J'espère que vous avez trouvé un peu de Love, Desire and Identity. Oui. Mais du coup, j'ai pu donc découvrir les œuvres en rapport avec l'identité queer. Et donc, le musée n'a pas changé, c'est le même. La collection n'a pas changé. Et pourtant, j'ai pu avoir un nouveau musée et me voir un peu dans une collection qui est censée être universelle.
Et donc, ça pose la question de la médiation et de... comment est-ce... Puisque vous en parlez assez peu dans votre ouvrage, comment est-ce que la médiation peut être un moyen d'action pour les nouveaux impératifs des musées? Merci d'avoir soulevé la question et merci surtout d'avoir parlé de ce genre de trail qui permet d'offrir 100 musées différents à 100 visiteurs différents, 100 types de visiteurs différents. Je n'en ai pas parlé parce que Dominique ne m'a permis que 5 chapitres. Et j'avais déjà trop à dire. Vous revenez quand vous voulez pour les 25 autres à suivre, hein, vous le savez. Et puis là, c'est surtout une question de tradition et d'attitude locale, puisque la médiation, évidemment, ça doit être adapté aux circonstances du pays. Aussi aux traditions du pays. Mais il me semble absolument capital, puisqu'on a fait la même chose. Enfin là, par exemple, et là, je reviens, excusez-moi, toujours sur cette question de community. Nous travaillons avec les organisations The Gay Community, The Queer Community à Londres. On a fait la même chose pour les communautés islamiques, hindoues, bouddhistes, pour que les gens puissent s'y retrouver ou bien explorer le monde à travers les yeux des autres. Mais que moi, je fasse une visite hindoue du British Museum, ça m'ouvre les yeux, puisque je n'aurais jamais vu comme ça. Donc, la multiplication de ce genre de médiation ciblée, ça me paraît très, très important. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on va multiplier les visiteurs, si on arrive à leur offrir une entrée, un accès, puisque nous savons tous, on se trouve face au Louvre. Et là, il y a Antiquité orientale. Bien, par où commencer mais si on a un fil conducteur comme ça, 10 œuvres qui parlent sur un certain thème, là j'arrive à utiliser. Moi, je peux donc utiliser cette collection et m'en servir, et m'enrichir. Je ne sais pas si on avait d'autres questions sur la médiation que vous vouliez évoquer. Bonjour, donc moi c'est Mia. Ça va être très proche déjà de ce qu'on a dit, mais je me demandais, comme nous tous, on est un public qui est quand même très intéressé par les musées, la muséologie, et c'est pour ça qu'on est là. Comment faire en sorte, donc, au sein d'une même collection, de déconstruire des hiérarchies peut-être implicites ou préconçues qu'on a. Donc au-delà, vous parlez des audioguides, mais est-ce qu'il faudrait changer quelque chose dans la collection pour faire en sorte qu'un visiteur lambda, finalement, qui est un peu une checklist des chefs-d'œuvre à aller voir au musée du Louvre, par exemple, soit face à une collection qui est un peu déconstruite, qui puisse changer ses idées préconçues? Merci. Ça revient à un phénomène fascinant, récent, de trouver, si vous voulez, pour chaque manifestation au musée, des co-commissaires du public. Focus groups, comme on les appelle en anglais. Et ça, à mon avis, c'est une initiative à reproduire dans les circonstances différentes. Puisque nous savons tous que le rôle de conservateur, le rôle de commissaire, c'est une profession. Mais les connaissances sont toujours partielles. Le récit que peuvent offrir les objets, il y a plusieurs auteurs qui peuvent y contribuer, qui peuvent le construire. Donc, inviter le public à construire leur vision, leur visite, me paraît... Là, c'est une idée très, très prometteuse. Là aussi, je crois, au cours de la pandémie, nous l'avons tous vu, ça devient possible. Les gens savent maintenant que c'est possible. Avec les collections en ligne, les collections numériques, on peut se construire un parcours, et en travaillant avec des focus groups, des gens qui n'ont rien à voir avec le musée, mais qui viennent d'autres traditions. Nous avons, par exemple, à un certain moment à la National Gallery, nous avons invité des bouchers,
venir parler de la boucherie représentée dans les tableaux, par exemple. Et du coup, on voit des choses qu'on n'aurait jamais remarquées en tant qu'historien, etc. Et il n'y a pas de limite. Et l'idée de chaque citoyen éventuellement co-commissaire de sa propre exposition, enfin, c'est pas totalement absurde. Pardon si je peux rebondir encore une fois là-dessus, parce que là, donc, vous parlez d'un public co-commissaire, et donc chacun y apporte du sien, ou alors écoute des audioguides, mais malgré tout, le discours principal qui reste dans cette collection, c'est quand même celui qui existe déjà. Et donc, une personne qui n'a pas forcément la volonté d'aller chercher ça par soi-même, ou de prendre un audioguide, le discours qu'il reçoit sera toujours le même, finalement. Oui, et c'est pour ça et c'est pour ça que ce genre de... Je vois pas... il faut construire le plus possible ça, et maintenant, numériquement, on peut le faire. On peut construire le plus grand nombre possible de discours, enfin et d'approches. Il me semble que c'est tout à fait possible de les démultiplier comme ça. Mais il faut que les conservateurs, si vous voulez, qu'ils partagent la responsabilité, qu'ils soient prêts à collaborer avec des gens qui ne sont pas spécialisés dans leur domaine. Et ça, nous n'avons pas encore l'habitude. Et on vient de faire en ce moment, parce que les nouvelles technologies nous apportent des éléments, on est en train de faire une nouvelle série de podcasts qui s'appelle Enquête au Louvre, on en est à la 3e série si je ne dis pas de bêtises, et pour un chef-d'œuvre, c'est l'histoire de l'enquête comme un roman policier, et pour un chef-d'œuvre du Louvre, on a commencé avec le radeau de la Méduse, et ensuite on l'a fait avec différentes œuvres, dont le Régent, le Diamant, le Régent, et d'autres œuvres, et à chaque fois on donne la parole à un conservateur, mais aussi à d'autres personnes, et notamment par exemple sur le radeau de la Méduse, on a donné la parole à une navigatrice qui est Isabelle Autissier, et aussi à une commissaire de police qui regardait donc les fragments humains. Et c'était frappant parce que Isabelle Autissier, alors que je connais bien le tableau, parlait de la hauteur de la vague, et je ne m'étais jamais posé la question de la hauteur de la vague. Et elle dit que cette vague est infranchissable, que si la vague avait été aussi haute, jamais le radeau et aucun bateau n'aurait pu passer. Et quant à la commissaire de police, c'était passionnant parce que tout de suite elle dit « Oh là là, mais il n'y a pas qu'un seul cadavre là ici, il y en a au moins 3 », alors qu'en fait, là encore, tableau qu'on connaît bien, que je connais bien, je ne m'étais pas vraiment posé la question. À vrai dire, je voyais effectivement des morceaux humains, je ne m'étais pas rendu compte de la diversité et de dire qu'il y avait forcément plusieurs cadavres. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et d'ailleurs, ces podcasts connaissent un vrai succès, mais c'est cette idée de croiser les regards. Oui. Alors après, là où il ne faut pas se leurrer, c'est à mon avis, plusieurs choses. D'abord, la question, pour un certain nombre du public, que le musée fasse autorité. Donc il y a quand même des attentes pour une partie du public que le musée soit une autorité, comme l'école est une autorité. Donc ça, c'est un point. Je ne suis pas sûre que ce soit le rôle du musée d'être une autorité comme l'école, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est une attente d'une partie du public, ça c'est ça. Et l'autre point qui est plus pragmatique, mais qui est important, c'est que multiplier les discours comme nous le faisons tous, vous citiez l'exemple de la Jeune Galerie avec les bouchers, ce qu'on fait là en ce moment avec les enquêtes, ça se fait en ce moment, les podcasts, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. C'est-à-dire que pour les conservateurs qui ont été impliqués dans chacun des épisodes, c'est énormément plus de travail que de simplement écrire un cartel sur sa collection. C'est du coup s'ouvrir sur autre chose. Donc il y a quand même effectivement une limite. Mais ce que je crois intéressant, parce qu'on parlait là, tout à l'heure du public et des visiteurs, ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, on passe du public, des visiteurs, des acteurs. C'est-à-dire que le visiteur devient un acteur du musée. Et ça, il me semble que c'est une posture, en tous les cas, que l'on ne voyait pas il y a quelques années, qui aujourd'hui est présente et qui fait le succès de ces nouveaux modes de médiation, de podcast, mais qui fait aussi le succès de ce qu'on a fait il y a 2 ans au Louvre, et Ludovic est venu très souvent, et je le remercie beaucoup, qui étaient les Nocturnes du samedi, où beaucoup d'élèves de l'école du Louvre étaient là, merci, c'était grâce à vous, donc merci beaucoup, où là, le visiteur était appelé à être acteur, et où, en fait, on a vu vraiment des visiteurs vraiment rentrer dans cette idée de l'action. Donc ça, c'est très intéressant, c'est passionnant. Ça nous oblige à nous questionner, mais tant mieux. Et puis à vous questionner, vous, futurs professionnels de musée, donc tant mieux, j'allais dire, ça c'est formidable. Mais ne nous leurrons pas aussi. Il y a des enjeux à la fois de positionnement sur cette idée du musée comme autorité, et puis des enjeux de moyens. Donc voilà, je pense aussi que si nous voulons aller jusqu'au bout de ça, ça veut dire des moyens humains, des moyens financiers,
au-delà de la simple créativité que nous avons, mais qui doit être soutenue. Donc ça, je crois que c'est un point important à souligner. Mais oui, c'est très passionnant dans la réception du musée d'aujourd'hui. Et sur la question de positionnement, il y a une question qui doit être posée aussi, et que vous avez évoquée lors de vos conférences, c'est celle de la légitimité. Aussi, peut-être, est-ce que vous voulez en dire quelques mots ou détailler là-dessus? Je sais pas, peut-être que je peux passer le micro à quelqu'un d'autre, si vous voulez. Ou... Allez-y. Oui, donc surtout quand vous aviez parlé des nouveaux musées qui émergent aux États-Unis, par exemple, pour représenter certaines communautés, non seulement du point de vue du public, mais surtout des acteurs principaux dans ces musées. Enfin, est-ce que tout le monde est légitime de porter la parole et l'autorité, donc justement dont vous parliez, dans ce musée? Est-ce que tout le monde peut être directeur du musée, par exemple, des Native Americans aux États-Unis? Là, à mon avis, c'est une grande question. Et vous savez qu'aux États-Unis, c'est devenu une question brûlante. Et l'exemple le plus frappant, si vous voulez, c'est l'histoire des traducteurs européens du poème qu'a récité la jeune afro-américaine, African-American, au moment de l'inauguration de Biden. Et on a trouvé en Espagne et aux Pays-Bas que seul un Européen, une Européenne de couleur ait le droit de traduire en hollandais ou en catalan ce discours. Ça m'a paru très bizarre. Mais visiblement, aux États-Unis, ces questions se posent maintenant avec une urgence, une acuité nouvelle. Et moi, je voudrais vraiment savoir ce que vous en pensez. Puisque ce qui est peut-être nouveau dans ces musées-là, c'est qu'on essaye d'offrir au public le récit, enfin, l'expérience vécue par ces populations, par ces communautés. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être African American de nos jours? Qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qu'on a souffert? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? Et si le musée est là pour raconter, avant tout, si c'est ça le grand objectif du musée, alors il serait évidemment difficile à quelqu'un qui n'ait pas vécu cela d'en parler avec autorité. Si l'objectif est de présenter un récit historiquement bien fondé sur la traite des esclavages, la traite négrière transatlantique, alors là, pour moi, le problème ne se poserait plus. L'essentiel serait de savoir si ou non cette personne a les qualifications scientifiques, les connaissances, pour en parler avec autorité. Mais ça devient aux États-Unis très difficile. Moi, je crois qu'il faut y résister. Dans le sens que dans les domaines où on peut faire des études, où on peut maîtriser les faits et puis les interpréter, puisque c'est notre obligation pour toutes les cultures, je crois qu'on doit affirmer que c'est la responsabilité et le droit de nous tous de pouvoir interpréter l'expérience, les cultures des autres. Mais je sais que c'est une position difficile et peut-être même dangereuse en ce moment. Mais je sais pas comment. Je serais fasciné de savoir comment vous voyez cela. Merci. Moi, ça m'intéresse parce que quand vous parlez du fait que soit on montre une expérience vécue, soit on explique l'expérience, pour moi, c'est la différence entre musée et monument, en fait. Et du coup, pourquoi est-ce que vous semblez pas dans votre livre de la même, mettre ça sur le même plan, le musée-monument? Parce qu'en France, nous, on distingue bien les deux. J'ai décidé de parler des monuments et des musées dans le même contexte, puisque il me semble qu'il s'agit dans les deux cas d'un récit offert par l'État au public, dans la place publique, où le débat n'est pas facile, où c'est impossible, quasiment. Ce n'est donc pas comme à l'université, comme à l'école, comme dans un contexte politique, mais sur la place publique, il y a un monument, dans le musée, il y a les objets exposés, et normalement,
on n'a pas la possibilité de discuter, d'en parler dans un musée. Enfin, c'est offert, c'est proposé. Et ce qui m'intrigue, c'est que, pour des raisons évidentes, d'abord, les monuments sont plus unidimensionnaux dans leur message, dans leur discours, mais surtout, le public les voit. Et les réactions aux monuments, ça me paraît un indicateur assez fiable des changements dans les idées du public, d'une grande partie du public. Et ça, on a vu ça surtout l'année dernière, cette vague mondiale d'iconoclasme, puisque partout, soit Nouvelle-Zélande, Europe, États-Unis, Amérique du Sud, une grande partie du public a trouvé que le récit offert par l'État dans la place publique n'était plus admissible, était trop partial et trop partiel. Et le cas fulgurant, si vous voulez, c'est le cas de Schœlcher en Martinique. Personne ne disputait le fait que Schœlcher avait joué un rôle de premier plan dans l'abolition de l'esclavage, mais ce qui manquait totalement dans cette place publique, c'était aucune reconnaissance du rôle qu'avaient joué les esclaves eux-mêmes, de l'héroïsme des esclaves au moment des révoltes, etc. Donc, ce qui était présenté par l'État, c'était une histoire partiale et partielle. Et pour une grande partie du public, ce n'était plus admissible. Ça me paraît très important. Et c'est le même mouvement, la même dynamique qui nous obligera correctement à changer la présentation des musées. Puisqu'il faut que ça corresponde aux idées que se font maintenant nos concitoyens sur un récit juste de notre passé, puisque ce passé a encore des conséquences très profondes pour la structure de notre société actuelle. Très bien, merci beaucoup. On va peut-être passer à la toute dernière question de votre document pour conclure. Et on fera 5 petites minutes là-dessus. Qui est-ce qui veut la poser ? Bonjour, alors moi je m'appelle Emma et j'ai une question vis-à-vis de type de musée. On a beaucoup parlé des musées de civilisation, mais donc il y a également d'autres types de musées, des musées des beaux-arts par exemple, où le public peut aller justement pour se délecter, qui est à la recherche d'une esthétique, d'une contemplation, qui ne veut pas forcément peut-être être acteur. Donc qu'en est-il de ce public et de ces musées ? Oui, vous avez tout à fait raison. Et le propos évidemment est différent. Les deux catégories s'entrecoupent, c'est clair. Dans les musées de civilisation, on a normalement des œuvres d'art de très haute qualité qu'on peut regarder rien que pour la délectation esthétique, pour le plaisir visuel. Et c'est un élément très important puisque nous avons évoqué tout au début, cette recherche de la beauté, de la qualité esthétique est fondamentale chez nous tous. Donc cet élément est toujours présent, ou peut être toujours présent. Pour les musées de beaux-arts stricto sensu, d'abord, pour moi, l'essentiel, c'est que les visiteurs puissent s'arrêter et puissent s'asseoir. On ne parle pas assez de la nécessité de s'asseoir pour contempler une œuvre d'art. Et rares sont les grands musées, les musées de collections importantes, où on puisse vraiment prendre le temps qu'il faut pour regarder un tableau. On a tellement l'habitude maintenant de voir rapidement, puisqu'on voit tant d'images, que le temps qu'il faut pour lire une image, pour s'y enfoncer, si vous voulez, s'y perdre, ça faut du temps. Et normalement, pour moi au moins, il faut être assis. Donc, un musée d'art, à mon avis, oblige à un certain aménagement sur ce plan-là, très, très banal.
la question qui se pose, donc, nous serons tous d'accord sur accrochage, éclairage, etc. Ça va de soi. La question qui se pose, donc, c'est comment regrouper les objets. Puisque chaque objet, évidemment, est transformé par ses voisins, comme nous tous. Enfin, on voit les choses différemment en fonction de leur voisinage. Et là, pour moi, lorsqu'on parle de peinture européenne, ce qui est plutôt mon domaine, la grande question, c'est les écoles nationales. Est-ce qu'on continue? Et le Louvre, c'est le cas extrême de ce phénomène, de présenter la peinture européenne par école nationale. Nationale souvent dans les frontières qui n'existaient pas à l'époque où l'œuvre a été créée. Donc, et nous savons tous pourquoi cette taxonomie existe. Enfin, comme toujours dans ce genre de débat, ce n'est pas une question de reproche, c'est que les structures physiques ne se sont pas adaptées à l'évolution de nos pensées. Et la taxonomie de la peinture européenne a été formée à un moment de haut nationalisme dans la deuxième partie du XIXe siècle, et plusieurs musées sont restés avec cette taxonomie. Mais ça me paraît de nos jours très important et peut-être même inquiétant, puisque vous savez tout aussi bien que moi que l'histoire de l'art, surtout de l'art occidental en Europe, c'est une histoire vraiment européenne. Il n'y a pas de peinture, enfin, il y a des traditions locales, mais il y a toujours, depuis le début du Moyen-Âge, il y a des échanges, des transferts, des copies, enfin, vous le savez tous. Mais à mon avis, si on veut construire une Europe, si on veut parler de traditions européennes, de valeurs européennes, il faut... où est-ce qu'on peut voir la civilisation européenne en une heure? Il n'y a que les collections de peinture. On ne peut pas lire la littérature européenne, bien que les liens soient tout aussi évidents là. Les collections de peinture, à mon avis, sont les lieux privilégiés pour parler d'identité européenne. Et il me semble regrettable qu'on expose les peintures européennes d'une façon qui ne rende pas possible cette optique d'ensemble. Et c'est donc dans ce contexte que, pour moi, les musées des beaux-arts ont un rôle à jouer, puisqu'on peut montrer toutes sortes d'échanges, de contrastes, de contacts, etc., et de spécificités par l'accrochage. Mais la séparation des écoles nationales, pour moi, c'est toujours un grand enjeu. Très bien, merci. Une dernière question, celle qui est la dernière, c'est les questions conclusives. Peut-être on va finir là-dessus. Ou est-ce que je peux la poser tout simplement, hein, ou si vous voulez. Ah bah allez-y. Donc, votre ouvrage a suscité beaucoup de réflexions chez nous tous, à Sciences Po et à l'École du Louvre, parce qu'on se destine à travailler de près ou de loin dans le monde de la culture. Donc, quels seraient vos conseils à nous donner pour dans 10-15 ans Ben oui, ça, quelle question pour finir. Je reviendrai tout au début. Les musées, pour moi, sont des institutions vocation transformatrice. Les objets, les collections appartiennent au public, pas seulement aux visiteurs et surtout pas aux conservateurs. Mais que les musées ont toujours été appelés à jouer ce rôle transformateur dans la société telle qu'elle se trouve à un certain moment. Vous arrivez dans les musées à un moment, à mon avis, de grandes transformations sociales en Europe. La façon dont les Européens se comprennent, surtout les nouveaux citoyens européens,
quand je dis ça, les immigrés des 50 dernières années, que dans le monde des musées, restent très mal représentés. Je n'ai qu'à regarder autour de nous. Et ça, pour des raisons tout à fait évidentes, que je crois que dans tous les pays, les enfants des immigrés des 2 dernières générations, s'ils font des études, c'est surtout des études scientifiques, médicales, légales, quoi que ce soit. Très peu dans ce qu'on appelait les humanités, encore moins dans les arts. Et ça, pour nous, ça pose un problème immense, puisque la population n'est pas bien représentée dans notre profession. Il est très difficile d'y remédier, puisque il faut que les gens soient qualifiés. Et c'est pour ça que, donc, si vous m'avez demandé un conseil, ce serait d'essayer d'y remédier en cherchant en dehors des structures des conservateurs, en dehors des structures des musées, pour que vous, pour que vous vous assuriez que la totalité de la population soit correctement représentée dans les activités du musée et dans le propos du musée. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci, cher Neil, d'avoir participé et d'avoir répondu à ces questions qui, je dois dire, vraiment étaient formidablement bien préparées. Un grand merci à l'ensemble des étudiants présents, vraiment pour le travail que vous avez accompli. Donc, vraiment, c'était une grande joie pour nous. Un grand merci à Ludovic et à l'École du Louvre, sans qui rien n'aurait été. Un grand merci aussi à Sciences Po et donc notamment à Florence Botello et à Siem Monser de leur accueil. Vraiment, c'est vraiment pour nous, côté Louvre, une joie aussi que cet événement puisse trouver ce rayonnement avec les étudiants, avec les professionnels de demain, parce que finalement, comme Neil vient de le dire, c'est à vous que ce futur appartient. Donc, je veux dire, pour avoir pu pour nous aussi le partager, c'est formidable. Donc, je vais avoir du mal à vous applaudir tous, à la fois Neil et les étudiants avec mon micro à la main, mais vraiment bravo à tous et vraiment merci infiniment pour tout ça. Donc, les éléments vont être relayés, donc on nous regardera aussi sur les réseaux sociaux et aussi les autres étudiants de Sciences Po et de l'École du Louvre pourront aussi le partager, et ça je m'en réjouis beaucoup. J'espère que ce sera ferment de pensée, de réflexion, d'échange, d'interrogation, de débat, de dispute au sens noble du terme, parce que c'est le lieu du musée, étant même un lieu formidable d'humanisme et de rencontre. Donc, merci infiniment. Merci Dominique, et merci à vous tous. Merci. C'était formidable, bravo. C'était bravo, vraiment très bien.